Bienvenue sur la saison 3 de Dose d'Inspi, le podcast qui te ressource et t'inspire sur les métiers d'aujourd'hui. C'est ton rendez-vous inspirant 2 fois par mois. À travers les invités à ce micro, je te propose d'explorer le monde professionnel actuel. Connaître un milieu professionnel, c'est avant tout s'inspirer des histoires qui touchent les personnes issues de ce milieu afin d'en puiser l'essence même qui te permettra de choisir ta voie, t'orienter vers ton métier ou tout simplement de t'éclairer dans ta carrière. Nouveauté, des interviews terrain sur ton programme avec des personnalités inspirantes prêtes à te transmettre leur savoir, leur vécu, leurs expériences négatives ou positives qui ont façonné leur parcours et ont fini par les mener à la réussite. Alors installe-toi dans ta bulle confortablement, mets tes écouteurs et prends ta dose d'inspi. Salut Yannick. Salut Nadine. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Très bien. Et je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ravi d'être là aussi. Alors, on a eu du fil à retordre pour planifier ce rendez-vous, mais on y est arrivé. J'ai envie de dire, ça fait même bien longtemps que je te voulais sur mon podcast. Et pour moi, tu es un invité spécial parce que tu es un ami de longue date. C'est vrai. Qui me tient à cœur. Et on va pas trop spoiler, on va pas trop spoiler. Ouais, on va pas trop spoiler, mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi de te recevoir parce que tu as un parcours incroyable et sans trop en dire, je vais te laisser te présenter, mais pas comme d'habitude. Je vais te proposer un défi, c'est de te présenter en me citant une citation inspirante qui te représente, on va dire. Un peu comme un portrait chinois, c'est ça qu'on dit? Via la citation qui dit un peu de toi. Tu choisirais quoi? Écoute, alors déjà ravi d'être là. J'écoute, je suis fidèle à ton podcast depuis quelques temps déjà. Écoute, c'est une question très large que tu me demandes de me présenter par une citation. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais une citation qui me vient à l'esprit, c'est ne jamais lâcher et déterminer dans tout ce que je fais et vraiment être à fond dans tout ce que je fais. C'est vraiment ça qui me caractérise aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Yannick. Je suis directeur d'un magasin de meubles et décorations depuis maintenant quelques années déjà. Oui. Donc voilà. Ok. Donc ta citation, c'est ne jamais rien lâcher. Ce serait ça. Ne jamais rien lâcher, ouais. C'est marrant parce que quand tu le dis, tu sais, je vois la petite emoji là comme ça, là, avec les bras, le bras musclé, voilà. Ouais. Que je dise tout, parce que personne ne me voit quand je fais ce geste. Mais ouais, du coup, ça me fait penser à ça, je vois ça, et en effet, c'est tout toi. Yannick, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Tu l'as déjà un peu dit, mais d'où viens-tu? Alors, d'où je viens? Alors, je te refais toute l'histoire ou je refais juste la partie un peu émergée de l'iceberg? La partie émergée. La partie émergée, alors moi je suis originaire du 93, j'habite à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Je suis né en Inde par contre, j'ai grandi en Inde pendant mes plus jeunes années. Et ensuite mes parents ont décidé de rejoindre la France et ont atterri en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois. La particularité d'où tu es né, il me semble, c'est une petite ville assez particulière. Exactement, je suis né à Pondichéry. Voilà, Pondichéry, un ancien comptoir français où là-bas quasiment tout est français, où tout le monde parle français, enfin beaucoup de gens parlent français. J'ai fait mes études au lycée français. Enfin voilà, j'ai déjà été imprégné dans cette culture française depuis mon plus jeune âge. Et quand on est arrivé en France, à part la météo, c'était pas trop différent de ce qu'on connaissait à Pondichéry, quoi. J'imagine. Ok. Non mais c'est bien que tu te dises parce que c'est pas super connu, Pondichéry. En tout cas, c'était bien de préciser. Et comme on est en train de parler justement de tes origines, en tout cas à tes débuts, j'aimerais bien qu'on revienne à Yannick quand il était enfant. Quel genre d'enfant étais-tu? Enfant, alors comment j'étais quand j'étais enfant? J'étais un enfant très timide. On dirait pas comme ça aujourd'hui. Quand les gens me connaissent aujourd'hui, personne ne me croit quand je dis ça. Mais j'étais quelqu'un de très timide. J'étais un élève assez moyen à l'école. J'étais pas le meilleur de la classe, j'étais pas le plus mauvais non plus. Mais j'étais ce garçon très timide, très réservé, très discret, très dans le fond de la classe, qui fait pas trop de bruit, qui fait pas trop de vagues, mais qui ne se mettait jamais en avant et qui n'était pas non plus un boulet pour tout le monde. Voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très réservé. Et quand tu dis très timide dans ta vie scolaire, du coup, comment tu as fait pour trouver ta place? J'étais dans un lycée
à Aulnay-sous-Bois, à Wallonie. J'étais au collège pareil à Aulnay-sous-Bois aussi, collège de banlieue, hein, où tout le monde est au même niveau, tout le monde grandit, etc. Et là, tu te dis, toi, tu es là, tu es un élève comme ça, parmi tant d'autres, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour sortir du lot? Mais je ne cherchais pas à l'époque vraiment à sortir du lot. Non, on n'y pense Je pas me, forcément non, ça. tu n'y penses pas quand tu as 12, 13, 15 ans, tu ne te penses pas à sortir du lot, à te mettre en avant. Tu te dis, voilà, moi je suis content, je fais ma vie, je suis étudiant. Au fur et à mesure, tu te fais des amis, tu commences à prendre un peu plus confiance en toi, tu développes une certaine comment dire, je sais pas comment le dire en anglais, mais en français, mais c'est cette vraie manière d'aller vers les autres. Ok. Et petit à petit, tu te fais des amis, tu te fais un petit cercle. Et ce petit cercle te fait grandir et t'amène jusqu'au lycée, jusqu'au bac, etc., etc. Et tu essaies de garder ce noyau le plus longtemps possible parce que c'est ton groupe d'amis. Et avec ce groupe d'amis, tu peux être un peu plus naturel, tu commences un peu à grandir. C'est toute cette partie adolescence, adulte qui est vachement sympa. Tu t'es découvert des passions à ce moment-là? Je me suis découvert une passion. Non, j'ai jamais vraiment eu de passion quand j'étais plus jeune. Vraiment, dans mon tout jeune âge, j'ai jamais eu de passion. J'adorais voilà, les mangas, comme tout le monde, hein, la génération 90, Dragon Ball, Club Dorothée, voilà, c'est un peu cette génération qui adore les mangas, cette culture japonaise. C'était pas une passion non plus, j'en avais pas fait une passion, mais j'aimais beaucoup ça. C'est jusqu'à mes 18 ans où j'ai vraiment commencé à développer une passion pour le sport, la pratique du sport. Mais avant ça, non, j'étais vraiment pas du tout passionné par quoi que ce soit. Ok. Parce que finalement, quand tu t'es décrit enfant, je pense que tu étais dans ce moule où bah, tu vas faire un peu ce qu'attendent tes parents de toi. Et donc, truc classique d'enfant. Et puis, bah, si tu as tes jouets, si tu as toutes ces petites choses auxquelles on te donne accès, bah, déjà, toi, ça te va. Et surtout, étant donné ta timidité, je pense que tu te disais, oui, je vais pas faire de bêtises pour me faire gronder, je voulais pas me faire remarquer. C'est ça, exactement. Et si en effet, bah, je commence à avoir déjà des copains, bah, c'est déjà super cool. Donc ouais, j'imagine que c'était ton petit... Enfin, un parcours, je dirais, plutôt tranquille. Traditionnel, ouais, c'est ça, traditionnel, tranquille, où je te dis, j'ai pas voulu faire de vagues, comme tu dis, hein, je faisais juste ce que mes parents me demandaient, et moi j'étais content de rendre content et de rendre heureux les gens, voilà, c'était tout ce qu'il me fallait. Ok. Tu as parlé de l'époque lycée, donc qui dit lycée dit le début des études, en tout cas le post-lycée, début des études, où on est censé chercher son orientation, j'ai envie de dire même dès le lycée, hein. On commence à nous demander les options, etc. Tu prends ça au hasard ou tu prends pour être avec tel pote. Ah bah, tu l'as dit toi-même, tu dis très bien, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai pris pour être avec mes potes. Ouais, voilà. T'es en seconde, tu fais ta première. Première, j'ai fait un bac STI, génie mécanique, sciences et technologies de l'industrie, je crois, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est ça, oui. Et je l'ai fait parce que mes amis étaient dedans. D'accord. Je l'ai fait parce qu'on m'a toujours dit, voilà, tiens, vas-y, tu es bon dans ça, donc vas-y. Tu étais bon en mécanique, tu étais bon dans le calcul des moteurs, tu étais bon un peu en maths, un peu en physique. On te dit, bon, allez, c'est bon, ta carrière, elle est là, tu vas faire ça. Toi, tes potes, ils font ça, donc toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, je vais pas les faire elles parce que je vais me retrouver avec des gens que je connais pas. Et en plus, ça se trouve, j'ai pas aimé. Ça se trouve, je vais pas aimer. Aujourd'hui, j'aime bien tout ce qui est un peu scientifique, un peu les mathématiques et tout cet univers-là. Hop, je vais basculer en STI. Donc, j'ai basculé en STI avec mes amis. Alors, comment c'est passé justement? Alors, comment c'est passé? Tu arrives en bac STI, tu fais des matières qui te plaisent, hein. C'est des matières voilà, qui sont sympas, c'est de la mécanique, c'est très technique, c'est quelque chose qui était très plaisant. Et en plus, le plus, c'est que bah, tu es avec tes potes. Oui. Et tu continues à ça, tu tombes dans un cursus qui a déjà été écrit, et toi tu restes dans ce cursus-là. Du coup, j'ai fait un bac STI, génie mécanique. Ensuite, la suite logique, c'était un BTS mécanique automatisme, parce qu'à la fin du bac, ils te disent, tes profs, bon bah là, la suite, les gars, c'est vous faites un BTS mécanique automatisme, comme ça, vous continuez, vous sortez du BTS, vous allez avoir votre diplôme, vous avez un bac +2, vous allez devenir technicien, machin, etc. Vous allez toucher 2000 et quelques euros à la sortie d'école. Toi, bon, tu viens de la banlieue, tu te dis, ouais, super, 2000 euros, c'est un peu monts et merveilles, tu es tout content d'avoir ce salaire-là quand tu sors d'école. Petit à petit, donc j'ai fait mon BTS, j'étais content, j'étais avec mes potes, mes matières étaient bien, j'ai eu mon BTS, etc., etc. Après, j'ai fait une licence
dans le même domaine. Là, D'accord. après le BTS, bah, tout le monde part un petit peu de son côté. Oui. Et on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et en parallèle, le week-end, je travaillais déjà aussi à côté. Ok, Je en job travaillais à côté. étudiant. En job étudiant, je travaillais à Mhm. côté. Ok, ok. Et là, c'est les débuts où tu mets les pieds dans une entreprise qui est spécialisée dans le bricolage, C'est ça, exactement. pour ne pas dire de nom. Exactement. Pour ne pas citer de nom, Ouais, c'est ça. je commence dans une entreprise de bricolage, pas très loin de chez moi, en contrat étudiant. J'étais au retrait marchandises, j'étais logisticien Mhm. au retrait marchandises. Donc quand les clients commandaient, ils venaient chercher la marchandise, je leur donnais. Et je faisais ça le samedi, dimanche, en plus de mes heures de cours. Donc là, on peut dire que c'est un peu les débuts de ton entrée dans la vie active, même si c'est que via un job étudiant, mais ça arrive à un moment donné où de toute manière, tu commençais à t'orienter dans ta voie professionnelle, de par ce que tu es censé faire à la suite de ta licence STI, Alors la licence, c'était une licence en électronique et en informatique. électronique informatique. De STI, c'était au moment STI, c'est au bac, du ouais. bac, ouais. Et du coup, c'était le premier pas, on va dire, dans la vie active. Qu'est-ce que tu y découvres et comment tu fais tes choix à ce moment-là? Alors, Déjà le côté découverte. le Parce côté que quand on découverte. découvre déjà, Ouais, on ouais. peut se confronter à des surprises. Alors effectivement, alors Mm. aujourd'hui, moi j'ai découvert le métier, j'étais au retrait marchandises, hein, logisticien. Pendant presque un an, j'ai fait ça, le samedi, dimanche. Et à la suite de ça, j'ai été transféré en rayon. J'ai Mhm. été transféré en rayon conseiller de vente peinture, au rayon peinture. Donc j'ai commencé à découvrir le contact avec les gens, mais vraiment beaucoup plus poussé, vraiment ce côté très contact avec tes collègues, contact avec l'humain, que j'appréciais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En parallèle, pendant mes études, j'ai dû faire un stage. Oui, J'ai dû faire un stage qui était loin de chez moi, je devais faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. ça c'était pour ton BTS ou la licence? C'était pour la licence. Ok. C'était pour la licence parce que dans l'entreprise, je suis resté 5 ans en tout. Oui, En 2000, je suis arrivé en 2010, je suis parti. C'est ça, en 2009, je suis arrivé, je suis parti en 2014 à peu près. mhm. Et les 2 premières années, j'étais au retrait marchandises. Et ensuite, je suis parti au rayon peinture. Ok. Et dans ce rayon-là, c'est là où j'ai vraiment découvert beaucoup plus sur moi-même et sur le monde de l'entreprise. Parce que le week-end, tu viens, tu bosses le week-end, tu repars, tu fais Mm. 13h, 20h, tu fais ton job et tu pars, quoi. Mm. C'est après où tu commences à travailler. J'avais fait un petit 35 heures pendant l'été. Et c'est D'accord. là où j'ai Oui. commencé à... Et tu étais beaucoup plus en continu, donc tu as pu vraiment voir ce que c'était enfin, toutes les missions qui s'affairaient à ton poste. C'est ça. Et en parallèle, je te Et disais, j'avais fait un stage pour ma licence oui, qui était très très loin de chez moi, où je mettais 1 heure le matin, 1 heure et demie le soir, enfin c'était très très long. Et pendant ce stage, j'ai eu un maître de stage qui n'était pas forcément des plus communicatifs, hmm, et c'était pas un stage où j'ai vraiment aimé le faire. d'accord. C'était un stage qui était très 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 lourd psychologiquement, et le métier en lui-même, c'était le métier pour lequel j'avais été formé pendant 4 ans avant, hein, parce Mhm. que pendant ton BTS, ton bac et ta licence, tu es formé pour ça. Oui, oui. Et ben, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ferai pas ça toute ma vie, c'est impossible. Je me lèverai pas tous les matins de ma vie euh, pour faire ça. Hmm. C'était plus fort que moi et je m'en rendais malade le Ah matin oui. en me levant pour me dire, mais non, mais c'est pas possible, je ferai pas ça toute ma vie, quoi. Donc quand je voyais mes collègues dans ce job-là, euh, dans l'industrie, et que je les voyais tous les matins se lever, machin, etc., etc., ils étaient pas forcément tous bien, il y en a qui étaient très heureux, hein, il y en a qui étaient pas forcément bien. Et ben moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas forcément bien en Oui, faisant ce métier-là. C'était un oui. stage qui a duré plus de 6 mois. Et ben pendant ces 6 mois, ouais, ça m'a vraiment pas dégoûté du métier, mais remis en perspective tout ce que je voulais faire dans ma carrière. Ok. Alors, déjà, ça permet de dire que ça sert à ça, les stages. Tout à fait, Oui, les tout à fait. stages. J'encourage les gens à faire Oui. des stages de découverte, que ce soit en troisième, en seconde, Mm, mm. même après les études, de faire des CDD à des endroits, Oui, 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 tout de à faire des fait. petits contrats Oui. juste pour se tester, pour voir ceux qui sont en reconversion, ceux qui veulent changer de voie, ceux qui veulent changer de Mm, carrière. Il faut faire. Ça sert à oui, ça, les petits contrats, les stages et les CDD. exactement. Ça te met en immersion. Bon, toi, c'est arrivé d'une manière où ça t'a remis en question sur une voie que tu avais empruntée et pour laquelle tu pensais que ça allait t'amener à un job où c'est bon, t'es lancé, tu fais carrière dedans. Parce qu'avant, on ne parlait que de ça, hein. C'est ça, Obtiens exactement. ton CDI, fais ta carrière et puis C'est voilà. exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, les cartes, elles sont totalement redistribuées et le discours, il est différent, mais on y reviendra, je pense.
Là, ce qui est bien dans ce moins bien que tu as vécu, c'est que déjà, c'était un stage. Ah oui, maintenant que je vois le côté terrain, je ne m'y vais pas, en tout cas, faire carrière dans ça, malgré toute la partie études que j'ai pu apprécier. La première. La deuxième, tu as découvert déjà le monde du travail et l'environnement de travail. Je pense que déjà, d'une entreprise à une autre, tout n'est pas pareil parce que ça dépend du management que tu as, de l'équipe que tu as, ça dépend de plein de choses. Et puis, dans ça, la chance que tu as eue, et c'est là la deuxième chose pour moi qui est bien dans la vie d'un étudiant, c'est d'avoir des fois soit un engagement dans un job étudiant ou un engagement dans une association, mais d'avoir autre chose à côté qui va te permettre de découvrir des fois d'autres secteurs d'activité. Exactement. Et la chance que tu as eue, c'est que tu étais en parallèle, au même moment, dans deux environnements de travail différents, dans deux secteurs d'activité différents. Et quand d'un côté, toi qui pensais justement te lancer dans ça pour faire carrière, tu t'es dit ah non, ça va peut-être pas être là, et ben l'autre t'a un peu rattrapé, mais je vais pas spoiler parce que tu vas nous dire justement c'est ça. En quoi ton job étudiant t'a aidé à découvrir d'autres choses et un autre domaine dans lequel tu t'étais pas projeté complètement. Absolument pas. La carrière que je fais aujourd'hui, je le dis souvent aux gens qui m'entourent, et c'est un métier passion, parce que c'est même pas un métier, c'est devenu une passion, parce que je suis tombé dedans un peu par hasard, mais c'est devenu une passion. Aujourd'hui, quand je vais au travail, entre guillemets, c'est plus au travail, j'y vais pour vivre ma passion, quoi. Toi qui n'avais pas de passion Moi qui n'avais pas de passion, exactement. Moi qui n'avais pas de passion au départ, aujourd'hui, Mm. mon métier que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ma passion. Mais pendant effectivement le stage que j'avais fait pendant ces 6 mois, je faisais 5 jours au stage et 2 jours dans l'entreprise pour mon contrat étudiant. Donc je bossais 7 jours sur 7 quasiment, c'était non-stop, 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 non-stop. Et donc ce stage, il se terminait le vendredi soir et j'étais content le samedi d'aller dans mon autre entreprise pour aller bosser avec des gens que j'appréciais, pour un métier que j'appréciais de plus en plus, pour un métier qui petit à petit s'est commencé un peu à laisser entrevoir les opportunités qui pouvaient se présenter. Et un jour, j'ai eu un responsable à ce moment-là qui est venu me voir en me disant tiens Yannick, on a un poste en 35 heures sur le magasin, est-ce que tu es OK pour bosser en 35 heures avec nous? Je dis oui, pourquoi pas. J'aime pas ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai fini ma licence. J'avais fini ma licence, c'était en juillet, c'était un peu dans ce créneau de. Je finissais ma licence, j'ai obtenu mon diplôme. Et pendant tout juillet-août, j'ai bossé en 35 heures. Et c'est pendant ces 35 heures-là où je me suis vraiment pris de passion pour ce métier-là, de commerçant, de me dire tiens, je vends. La vente, c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu parler. Pour moi, j'étais dans les moteurs, dans les calculs, dans les programmations, dans les ordinateurs, dans l'informatique. Et la vente, c'était à milieu de mon scope de compétences. Tu t'étais jamais vu, en tout cas, te rentrer dans ce domaine, alors qu'au final, tu t'es découvert finalement avoir des qualités pour. Grâce à ça, et petit à petit, j'ai commencé à bosser en 35 heures. Et en parallèle, alors dans mon perso, il y avait aussi beaucoup d'évolution. Ça, je ne t'ai pas dit, tu le sais, mais j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, parce que j'étais j'étais un petit en surpoids, j'avais beaucoup de poids à l'époque. Je faisais un peu plus de 120 kilos. Petit à petit, j'ai eu une petite prise de conscience, donc une perte de poids assez importante, plus derrière un métier qui commençait à me plaire, etc. etc. Donc ça développe ta confiance en toi, ça développe le fait que tu as envie de l'assurance, merci, c'est le mot que je cherchais. Ça développe ton assurance et tu te dis, oui, ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà, maintenant, on y va, quoi. Là, j'ai l'impression que les étoiles, elles étaient alignées. Les étoiles, les planètes, je sais plus c'est quoi l'expression qu'on dit. Tout est aligné. Tout s'est aligné à ce moment-là. Et j'ai eu mon directeur à l'époque qui est venu me voir en disant tiens, on a une place de chef de rayon en alternance qui se libère. Est-ce que tu veux postuler pour un poste de chef de rayon? Parce qu'on voit que ça te plaît ce que tu fais, on voit que tu as envie, on voit que tu es motivé, on voit que tu es déterminé. En plus, c'était pas simple de faire ce que tu as fait pendant plus de 6 mois, de travailler 7 sur 7. On voit que tu n'as jamais lâché. T'es un bosseur. C'est la première fois où les premières personnes qui m'ont dit voilà, ça se voit que tu n'as jamais rien, etc. Et ils m'ont proposé ce poste-là. Donc j'ai trouvé une école en alternance et j'ai fait un master en alternance chez eux pendant 2 ans. Ok. Donc, juste pour revenir en arrière et pour être sûr que personne ne perde le fil, finalement, le déclic, c'est bien suite à ce fameux stage que tu l'as. C'est ça. Et s'enchaînent un certain nombre de choses, dont cette proposition de faire de l'alternance, et donc de continuer dans ce domaine-là,
tout en te formant encore plus pour demain, si tu peux prétendre à un job, que tu puisses prétendre à un job sans forcément dire j'ai juste fait un job étudiant. C'est ça, exactement. Ok, trop exactement. bien. Trop bien. Oui, ils m'ont proposé un poste de chef d'orchestre à l'alternance, donc j'ai continué mon alternance pendant 2 ans. Est-ce qu'on peut considérer que tu as eu aussi des bonnes rencontres, des rencontres au bon moment, qui t'ont justement propulsé vers cette nouvelle voie ou justement cette bonne voie professionnelle qui était pour toi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, alors la vie est faite de rencontres, et le milieu professionnel est encore fait de rencontres. Lui aussi, il est fait de rencontres. Tu rencontres beaucoup de gens, tu rencontres des personnes qui t'inspirent, mais aussi des personnes qui te motivent et qui te poussent à te développer et qui te poussent à te surpasser dans ton quotidien. Et mon directeur de l'époque, Kader, si je peux citer son nom, m'avait proposé ce poste-là parce qu'il avait vu, je pense, quelque chose en moi Oui. à ce moment-là. Et moi, j'ai adoré que la personne me donne de la considération et me donne cette envie moi-même de me performer et de surperformer en me disant tiens, tu as 35 heures, derrière, je te propose un contrat en alternance. Pourquoi pas après la suite? La suite, c'était trop loin. Mais en tout cas, cette progression faisait partie effectivement d'un cursus qui m'avait déjà écrit lui dans sa tête. Et effectivement, lui et parmi d'autres personnes dans ma carrière que j'ai rencontrées plus tard, a été l'une des premières personnes effectivement qui m'a donné envie de progresser, de me toujours dépasser pour réussir à atteindre mes objectifs. Trop bien. J'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast avec d'autres invités et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point un manager, souvent, il a un rôle ultra important dans le chemin qu'on va parcourir au niveau de notre carrière. D'ailleurs, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors. Hein. Mais des fois, il sème, si je peux utiliser ce mot, des petites graines qui vont prendre forme, qui vont fleurir, mais des choses où, sur le moment, on va pas y porter importance. Et puis, on va se rendre compte que justement, c'est ce mot dit à ce moment-là, cette confiance accordée à ce moment-là, tu peux le faire à ce moment-là, qui fait que, ah ça y est, ça va te requinquer et tu y vas. Et puis, pour toi, et des fois, plus pour lui, tu vas dire, ah non, je vais rien lâcher, je vais performer, je vais montrer que. Et tu vas te rendre compte que ça va te forger, mais ça y est, pour quasiment une bonne partie de ta vie. Et même pour toute ta carrière, enfin, c'est ce moment-là qui a fait que ça a vraiment tout déclenché. Ouais. C'est ce moment qui a fait, alors c'est marrant parce que je lui dis souvent, il a fait de moi un monstre, mais pour le coup, c'est vraiment ces moments-là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et ces mots résonnent encore aujourd'hui dans mon esprit, et j'essaye aujourd'hui de transmettre cette motivation, cette envie, cette détermination avec mes équipes, avec les gens avec qui je travaille, sans pour autant leur imposer, hein, c'est pas l'objectif. Mais ceux qui ont envie de se développer, il suffit juste du bon mot au bon moment. Et parfois, tu crées des carrières qui sont exceptionnelles. Ouais, tout à fait. Et je trouve qu'effectivement, ça joue beaucoup. Et tu as parlé de la transmission. Oui. Tu as envie de transmettre après, tu as envie de donner envie à d'autres de pouvoir vivre ça. Tu as en toi une telle énergie après, c'est quelques mots, hein, c'est pas grand-chose, hein, mais tu as en toi une telle énergie après ça que tu te dis, si on a réussi à me transmettre cette flamme et cette envie de vouloir bosser à ce point-là et de vouloir développer ma carrière, je continue à transmettre cette flamme et cette envie à la jeune génération, à des nouveaux ou des personnes qui sont peut-être un peu moins motivées. Tu te dis, si moi j'ai réussi, ou si moi j'ai ça en moi, alors que j'étais quelqu'un de moyen, de quelconque entre guillemets, et tu te dis que j'arrive aujourd'hui à faire des choses plus ou moins intéressantes, pourquoi pas tout le monde? Et pourquoi pas ceux qui n'ont pas forcément eu les bons moments, au bon moment, les bonnes personnes? Oui. Moi, je peux arriver et leur dire, tiens, vas-y, c'est maintenant. Exactement. Il n'y a jamais de bons moments, mauvais moments, mais... Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ça me permet de continuer sur justement la suite de ton évolution professionnelle, parce que la suite n'a pas été de tout repos, mais a été aussi bien animée, en tout cas bien enrichie. Mais je te laisse nous dire comment tu poursuis ton chemin, parce que vraiment ça, je trouve qu'en tout cas, souvent je te dis, mais c'était quoi ton secret, Yannick? Je te laisse nous dire comment tu as évolué et tu as gravi les échelons au fur et à mesure. Alors, après cette entreprise de bricolage, à la fin de mon alternance, il n'y avait pas forcément de poste disponible pour m'accueillir au sein de l'entreprise. Donc on avait formé un alternant et
Et à la fin, il n'y avait pas forcément de poste disponible, en tout cas dans mes critères aussi. Je voulais pas non plus partir de l'autre côté de la France. Je dis ça, j'avais 20 ans. Oui, oui. Je voulais pas partir de l'autre Mais côté tant de la mieux hein, que France. t'acceptais pas tout et n'importe quoi, entre guillemets. Oui, oui, Mm. effectivement, il y avait des postes. Hein. Je Oui, dis pas qu'il n'y avait pas de postes, il y avait des postes, mais c'était pas dans mes critères de recherche. d'accord. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon CV sur Internet, comme tout bon alternant. Après mon diplôme, j'ai mon master et voilà, j'ai balancé mon CV sur Internet et j'ai été contacté par une autre enseigne. Par D'accord. une enseigne toujours dans le commerce de meubles et de décoration qui m'a fait mon entretien dans la foulée et j'ai eu la réponse rapide dans la foulée et j'ai postulé pour un poste de chef de secteur à l'époque. On appelait ça un chef de secteur, c'était le chef de secteur projet, D'accord. où j'étais potentiellement manager de vendeur cuisine, dressing, salle de bain. Ok. Donc le rayon projet, tout le pôle projet du magasin. Postulé à l'offre, j'ai été sélectionné et j'ai été pris et j'ai commencé dans cette enseigne dans la foulée. Ok. T'es resté combien de temps sur ce poste et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors sur ce poste-là, j'y suis resté pendant près de 2 ans. Ok. Pendant 2 ans, j'y suis resté parce que c'était un poste que j'appréciais beaucoup. Alors, je t'avais dit que j'avais fait beaucoup de confiance en moi, développé ce côté très Oui. relationnel dans ma personnalité. Et là, dans ce rayon-là, en plus, où tu deviens, entre guillemets, vendeur et manager de cuisinistes, Mhm. où les clients viennent, ils te racontent toute leur vie, en fait, ce pan de la maison, c'est très intime, hein, c'est combien de personnes qui cuisinent, combien de personnes dans la famille, etc., etc., etc. Oui, Tu fais oui, un vrai projet, c'est un projet de vie. tu rentres un peu dans la vie privée des gens. Tu Hein. rentres dans l'intimité des gens. Tu rentres dans l'intimité des gens. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris à prendre du recul sur ça, parce que tu vois que la vie de certaines personnes, c'est compliqué, tu vois que, enfin, tu te dis, toi, tu es dans ton petit truc tranquille, mais en face, tu as des clients, parfois, c'est la galère, parfois, ils sont dans l'opulence, Oui. et parfois, ils sont dans la misère, et ils viennent quand même, ils sont dans un projet, alors, ils vont sortir 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, mais c'est l'économie d'une vie entière, Oui. ils vont se faire plaisir une fois, donc tu n'as pas intérêt à te louper, Oui. ça t'apprend à être Ah ultra oui, oui, c'est exigeant. vrai, oui. Ça t'apprend à te dire que tu n'as pas le droit de te louper, tu n'as pas le droit de faire une erreur parce que ce projet qui est à 2000, 3000, peut-être que pour quelqu'un qui achète une cuisine à 10 000, bah, c'est rien 2000. Mais pour la personne qui achète la cuisine à 2000, bah, c'est un gros projet, c'est le projet d'une vie. Ouais, Donc, non, tu l'as bien dit, ouais. Il y a vraiment cette notion de confiance hein, quand même. Hein, on te qui donne rentre en cette ligne de compte. confiance Ouais. et toi tu te dis qu'est-ce que je fais de cette confiance? Est-ce que c'est juste un job? C'est juste un job, le matin j'arrive, je pointe, je fais mon job, le soir je rentre. Ou tu te dis, je vais vivre le job pour que à chaque client que je rencontre et à chaque collaborateur que je rencontre, j'ai envie toujours on parle de cette transmission, hein, mais de transmettre mon envie de Oui. travailler, de vouloir bien faire les choses. Oui, oui, oui. Et pendant 2 ans, bah, c'était que ça. C'était plein de galères, certes, parce que tu connais très bien le secteur des cuisines, c'est un secteur assez particulier. Oui. Ça a été plein de galères, mais ça a été aussi des très très bons moments avec des clients, très très bons moments avec des équipes. J'ai rencontré de très très belles personnes et pendant 2 ans, j'ai fait ce métier-là. Et après, j'ai pris un virage parce que l'entreprise avait décidé d'arrêter le secteur projet, de mettre fin au rayon cuisine, dressing. Et donc j'ai récupéré la suite du rayon canapé. Ok, toujours chef de secteur? Toujours chef de secteur. Ok, super. Toujours chef de secteur. Sur le rayon canapé, un peu meuble, donc meuble de salon et repas, où j'avais un périmètre assez important. C'était le plus gros périmètre de l'enseigne. Et là, l'équipe que tu manages aussi, elle évolue. change? Elle évolue. J'avais une équipe de 3 personnes quand j'ai démarré. On est passé sur 8 collaborateurs. D'accord. Sur 8 collaborateurs, mais avec un périmètre plus gros. On faisait en moyenne entre 8 et 10 millions de chiffres sur mon périmètre. Oui, c'est bien. Donc ouais, un gros rayon. Super top. Ok, ok, super. Là, tu fais, tu découvres justement ce métier-là, ces différents rayons-là, mais tu découvres aussi le côté management d'équipe, pilotage d'équipe. Comment ça se passe sur cet aspect-là? C'est une très bonne question parce que on m'a toujours posé la question de savoir comment je fais ou c'est quoi un bon manager, c'est quoi un manager qui réussit ou quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas s'il y a un bon manager ou un mauvais manager. Moi, je pense qu'en tout cas, moi, ma manière de faire, c'est que je suis le plus naturel possible avec les gens. J'essaie vraiment d'être le plus transparent, bienveillant aussi, hein, c'est normal. Mais c'est vraiment le côté très naturel que je garde et qui fait l'unanimité avec les gens. J'ai jamais joué de rôle, j'ai jamais été quelqu'un de différent dans la vie perso ou dans la vie pro. J'ai jamais été quelqu'un qui était avec une double vision, avec un truc un peu caché ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été mon truc.
Bien sûr, il y a des choses qui sont confidentielles, bien sûr, il y a un métier, il y a un rôle de confidentialité que tu dois avoir, Bien sûr. un rôle de prise de recul, mais dans mon état d'être, j'ai jamais été différent, j'ai toujours été naturel avec les gens, et je pense que c'est ça qui a plu à mes équipes quand j'ai commencé à les manager. Les premières, quand il y avait 3 personnes, après quand il y a eu 8, aujourd'hui, regarde, je ne travaille plus avec eux, on a de très très bons rapports encore aujourd'hui. J'ai changé de magasin depuis Oui. ce secteur-là. J'ai déjà mis des avertissements. Enfin Mm. voilà, ça a été, le manager, il est très complet, mais à partir du moment où tu donnes du sens aux personnes que tu as en face de Oui. toi, il sait très bien que le lundi matin, ça se passe très bien, tout le monde va être très très bien. Par contre, lundi après-midi, tu fais une boulette, c'est sûr, je vais tomber dessus, c'est normal. Tous les métiers ont du côté positif et du côté un peu moins positif. Oui. Et dans ton management, c'est en effet, comme tu le dis, tu expliques, tu donnes du sens à tout ce que tu fais, à toutes les actions, et que c'est pas juste, bah non, aujourd'hui ta tête me revient pas. Bah oui, et je pense qu'ils sont suffisamment adultes pour le comprendre. Et puis, oui, en effet, s'ils sont toujours en contact avec toi, c'est que t'as pas été un manager tyrannique. Non, Sinon, non. ils auraient voulu déjà que tu sois le plus loin possible d'eux. Et puis, ils auraient en souvenir de toi, sûrement que des mauvais souvenirs. Mais en effet, le monde professionnel fait que tu n'es pas obligé d'agir de sorte à ce que tout le monde t'aime ou que tu fasses que des amis, mais de plutôt agir pour être le plus juste possible. Exactement. C'est une question d'équité. Tout est une Ouais. question d'équité, tout c'est une question de justesse. Il y a des personnes qui ont besoin de choses que d'autres personnes n'ont pas besoin. Donc, à toi aussi de t'adapter. L'adaptabilité et l'agilité sont des deux, pour moi, critères principaux chez un manager Oui. qui doit s'adapter aussi. C'est fini aujourd'hui, enfin, avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché, avec le nouveau mode de fonctionnement du monde du travail qu'on connaît aujourd'hui. C'est fini le management tyrannique descendant d'il y a quelques années que nos parents ont connu. Maintenant, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut travailler avec l'air du temps, avec une nouvelle génération qui arrive, avec moi aussi qui arrive sur le marché avec ma version, avec ma vision des choses. Et c'est vraiment une question d'adaptabilité aujourd'hui que les gens doivent comprendre. Et il n'y a pas de bon ou mauvais manager, c'est celui qui s'adapte qui réussit. Oui. Non, mais tu l'as tout à fait dit, adaptabilité et agilité, je pense que c'est deux mots hyper importants. Et on pourra encore dire plein de choses sur sur le management. C'est ultra intéressant, hein, vraiment. Et je pense que ouais, ce serait vraiment top d'entendre aussi la nouvelle génération justement sur ça. Parce que je pense qu'ils auraient pas mal de choses à dire. Et d'un autre côté, c'est tant mieux qu'on en finisse avec ce management tyrannique qui qui n'a pas fait que du bien. Ouais, voilà, qui n'a pas fait que du bien, parce qu'aujourd'hui, moi, si j'ai trouvé ma vocation, mon métier passion, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas tombé sur des personnes tyranniques au-dessus de moi. Oui. Je suis tombé sur des personnes bienveillantes, sur des personnes qui m'ont cherché à m'accompagner et à me faire grandir, à me faire évoluer. Et c'est ce côté très accompagnateur, qui fait que ça donne envie aux gens de progresser. Oui. Et n'oublions pas que des environnements de travail toxiques, il en existe. Oui, tout à fait. Il y en a encore, malheureusement, dû à plein de choses effectivement qu'on a déjà évoquées. Et puis la notion de burn-out. Aujourd'hui, on met un mot, mais ça fait des années que ça existe, ça. C'est juste qu'on ne l'appelait pas burn-out. Tout à fait. Mais malheureusement, ouais, c'est encore présent. Et je pense que... Et c'est des choses que même toi, tu peux rencontrer au sein de ton équipe, même si c'est pas toi la source, parce que quand tu as un burn-out, c'est pas forcément à cause de ton manager, hein. C'est vraiment pas ça qu'on est en train de dire, parce qu'on parlait de management tyrannique, mais des fois c'est plein d'autres choses qui peuvent effectivement entraîner ce type de cas, et c'est aussi important que le management soit vigilant sur le bien-être de ses équipes, de ses salariés. Un bon climat social aujourd'hui en patron d'établissement, c'est ce que j'essaie de tenir un maximum, c'est d'avoir un bon climat social dans le magasin. Ouais. C'est mon air de la guerre aujourd'hui, c'est que tout le monde s'entende bien, ça se passe bien. Alors, bien sûr, il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des problèmes. Sur 50 collaborateurs, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde, c'est impossible. Maintenant, c'est ok, on ne satisfait pas tout le monde, mais comment tout le monde s'y retrouve? Oui. Et puis que chacun vienne au travail sans avoir tout à fait. la boule au ventre. Oui, bien sûr. Tu l'as dit, le climat, l'environnement de travail, l'ambiance de travail est ultra importante.
Après ton poste en tant que chef de secteur, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe pour l'ensemble de la Terre. Il y a le Covid qui arrive. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien que tu nous rappelles un peu l'espace-temps, on va dire. On est en 2020. On est en 2020, c'est ça. Ok. On est en 2020. Moi, ça fait quelques années que je suis dans cette entreprise. Je, je me sens bien, ça se passe bien. 2020, le Covid arrive. J'étais sur un périmètre qui portait quand même une grosse partie du magasin en termes de chiffre d'affaires. Donc, Oui. en plus, en termes de rang, on était premier magasin. Ton seul job, c'est d'être premier. Oui. Tu réfléchis pas, tu cherches pas. Rester au sommet. Rester au premier. Tu restes au premier, tu restes au sommet, tu restes au sommet. C'est comment dire, ta seule motivation. Donc, moi, j'adore ce côté très challengeant, très. Ouais, j'allais dire, c'est mental. Là, ça travaille. on sent le Yannick sportif. Exactement. Là, ça a travaillé extrêmement mon mental. Mmh. Ça a travaillé très fortement ma détermination, ma pugnacité. Trop bien. À vouloir toujours me dépasser, à toujours vouloir faire des choses différentes pour conserver cet écart. Cette première place et conserver cet écart avec le deuxième. Parfois, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Tu dis, ouais, mais moi, pour ma satisfaction personnelle, pour mon ego, tout à fait. Pour mon ego, parce que mine de rien, ça reste un job d'ego, tu te dis, t'es premier. T'es premier et tu restes premier. Et le Covid arrive, ça redistribue toutes les cartes. Ah bah oui. Ça redistribue toutes les cartes. Tu te dis, bon, ok, là maintenant c'est le Covid, qu'est-ce qu'on fait? Ça reprend, l'activité reprend. Premier confinement, deuxième confinement, l'activité reprend. On arrive dans 2021. 2021, j'aimais le souhait de vouloir faire autre chose. Parce que ça faisait 6 ans que je faisais ça faisait 6 ans que j'étais premier, ça faisait 6 ans enfin 4 ans maintenant, parce que je ne compte pas les 2 années de cuisine, que j'étais dans ce challenge persistant et que j'étais toujours premier. Et quand je voyais que l'écart ne se creusait pas, enfin ne se rapprochait pas avec le deuxième, je me suis dit, bon allez, maintenant qu'est-ce que je fais quoi? Je suis premier, mon seul job c'est rester premier, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire après? Et j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais pouvoir évoquer peut-être mes souhaits à ma direction et à ma directrice de l'époque. Et en parallèle, il y a eu une opportunité professionnelle qui s'était créée et à laquelle j'ai pas pu accéder. J'étais extrêmement frustré à l'époque. Maintenant, avec le recul, je le regrette pas du tout parce que c'est vraiment cette frustration qui m'a fait aujourd'hui arriver où j'en suis aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. J'ai quitté. En 2021, je vais voir ma directrice à l'époque, je vais dire, écoute, voilà Émilie, tiens, je donne ma démission. Sur un coup de tête comme ça. Sur un coup de tête. En parallèle, j'avais été chassé par des chasseurs de tête pour un poste de direction d'une autre enseigne. Donc je donne ma démission. Donc là, elle tombe des nues. Ah non, mais je comprends pas. T'étais là, premier, machin. Qu'est-ce que tu voulais? Je dis, bah écoute, il y a l'opportunité d'ouvrir un autre magasin. Il y a une direction qui est disponible. Pourquoi je la prends pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc apparemment, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail des choix qui ont été faits à l'époque. Mais je partais, en donnant ma démission, je partais avec une amertume, avec un sentiment d'inachevé. Et à l'époque, ma DG, enfin la personne qui est aujourd'hui DG de l'enseigne, on avait échangé et je lui ai dit, tu sais, je pars avec un sentiment d'amertume et j'ai envie de faire beaucoup plus et j'ai envie de faire beaucoup mieux et je sais que je pars pour les mauvaises raisons. Hein. Je pars pas pour les bonnes raisons et je pars pas l'esprit tranquille. En général, quand on quitte une boîte, on part serein, on part, c'est cucu les petits oiseaux, on est content de partir. Avec ça. Moi, j'étais triste de partir. On tourne la page. Ça. J'étais vraiment triste. Pas de sentiment là. Non, j'étais triste de partir parce que je me disais, je peux apporter encore plus à l'entreprise, je peux encore apporter plein de choses. J'aime beaucoup l'entreprise, j'aime beaucoup les personnes avec qui ils travaillent, j'aime beaucoup les personnes qui y sont là. Et le fait de ne pas m'avoir donné ce que je demandais à l'époque, je me suis dit, c'était un petit peu un caprice. Mais en fait, non, c'était pas un caprice, c'était vraiment, je me suis dit, non, ils ne sont pas capables de me dire oui. Ok, moi je vais prendre ma tangente comme le font certains dans d'autres entreprises. Oui. Mais moi j'ai toujours été transparent, donc quand ma DG était passée pour une visite à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, moi ça me rend triste de partir. Je suis déçu de partir. L'été passe, j'avais donné ma démission en juin, l'été passe et en septembre, encore une fois, les astres s'alignent. Là j'ai ma DG qui m'appelle, qui me dit, voilà, écoute, la personne qui avait été choisie pour le poste que tu voulais n'a pas fait le job. Il y a une place qui est dispo, est-ce que tu veux revenir ou pas? J'ai dit banco, on y va. Et là, ça a été pareil, tu vois, on parlait de bons ou mauvaises, de bons moments et les bonnes personnes. Oui. Et ben là, c'était la bonne personne au bon moment. Et j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là, qui est aujourd'hui DG de l'enseigne. Hein. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Donc, je l'ai suivi. Je lui ai dit, ok, vas-y, tu sais quoi, Audrey, on y va.
Okay. On y va, c'est parti, je suis OK pour prendre cette aventure. Et donc j'ai pris la direction d'une boutique de centre-ville à Saint-Germain-des-Prés. Je suis passé d'un magasin qui faisait 10 000 mètres carrés dans le 95 à Herblay à 400 mètres carrés en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Ah oui, ah là on est carrément sur autre chose. Ah, totalement différent. Mais avec donc, boutique en plein Paris, ok. Donc là on est quand même sur une nouvelle, un nouveau challenge géré pour l'entreprise que de s'implanter à cet endroit-là. Tout à fait. Mais tout en faisant ressortir, je dirais, le meilleur de l'enseigne sur une plus petite surface. C'est ça. C'était le gros challenge de l'entreprise. Ah, c'était oui. de créer une boutique de centre-ville avec le fleuron de ce qui se faisait dans les gros magasins, mais en plein centre-ville. Oui, ok. Donc oui, le challenge, c'est de ne pas dénaturer la marque. Et oui, pour revenir à la DG qui t'a rappelé, elle aussi, il faut avoir confiance en soi et mettre de côté son ego que de rappeler un salarié qui a quitté l'entreprise, qui, certes, c'est vrai que c'est bien que tu aies exprimé quand même que tu partais à contre-cœur, avec l'amertume, je pense que c'est le bon mot, tu partais de là-bas avec une amertume, mais elle n'a pas retenu juste le fait que peut-être tu aurais fait un caprice, parce qu'elle aurait pu penser ça aussi, Oui, c'est pas ça qu'elle a retenu. Elle a retenu que tu es parti avec cette amertume et tu es parti en te disant punaise, c'est dommage que j'avais envie de donner plus. Et j'imagine que de toute manière, les chiffres parlaient, elle savait qu'elle était un bon élément. Elle a fait le choix, pas d'aller faire un autre recrutement, parce qu'elle aurait pu. Hein. Ok, il n'a pas matché, allez, on réappelle les cabinets et puis reproposez-moi quelqu'un. Mais non, elle a rappelé toi. Et je trouve qu'elle aussi, en effet, elle a eu un rôle hyper déterminant. Ah oui, totalement. Elle a eu un rôle hyper déterminant et elle a mis de côté un certain nombre de choses. Et ça, c'est top. Et toi aussi, je pense que tu t'es dit ah ouais, c'est exactement ce que je voulais. J'imagine que, bon, je connais un peu la réponse parce que j'ai reçu un coup de fil à ce moment-là, mais à ta place, je crois, soit j'aurais eu 15 000 questions dans ma tête, soit je me serais dit oh putain, c'est trop bien, allez, je fonce. T'avais la réponse, hein, la réponse était déjà dans ma tête. Au moment où j'ai vu le téléphone sonner, alors la première réaction, ça a été l'étonnement. Oui, bah oui, forcément, oui. Pourquoi m'appelle 3 mois plus tard, la big boss m'appelle. Après, quand elle m'a annoncé le truc, j'étais limite à un moment qui raccroche, j'allais dire oui, quoi. D'accord, donc c'était dans ma tête. Okay. Il y a peut-être eu 1 million de questions qui sont passées dans ma tête. J'en ai parlé avec des amis, etc. Mais avec le recul, la réponse est déjà oui dans ma tête depuis bien longtemps. Oui. Bah, je pense que elle le savait elle aussi. Par rapport à sûrement les... Enfin, quand je dis elle le savait, c'est que si elle s'est permise de t'appeler à ce moment-là, c'est que déjà, elle a tenté, parce qu'elle savait que tu étais l'élément qu'il leur fallait, tu étais la personne qu'il leur fallait, et finalement, toi, à ce moment-là, je pense que c'est un espoir qui s'est concrétisé, et oui, je pense que dans ta tête, dans ton corps, tout était oui, mais bien sûr, des fois, tu dis attends. C'est ça, où je suis, exactement, où je suis, attends, qu'est-ce qui se passe Ne fonce pas tête baissée, attends, réanalyse, réanalyse la situation, et après, je pense que tout concourait à ce que tu acceptes, et c'est trop bien. Et ouais, tu vois, j'ai revécu, j'ai ressenti ce que j'avais vécu quand mon directeur de mon entreprise de bricolage était venu me voir. Et ça m'a redonné encore plus d'énergie. Donc j'ai dit oui et j'ai recommencé genre 2 semaines après, une semaine après qu'elle m'a appelé. J'ai reconstruit une équipe, j'ai reformé les gens, j'ai recruté des gens. On a mis en place des process, parce que le modèle économique d'un magasin de centre-ville n'existait pas encore. Oui. Donc on a dû tout créer de A à Z, on a dû tout mettre en place, travail d'arrache-pied, mais tu es tellement motivé, tu as tellement d'énergie que tu vois pas tes heures, tu vois pas tes 50, 60, 70 heures par semaine, travailler chez toi le soir, aller le matin à 7h au boulot, rentrer chez toi à 19h30, 20h le soir, parfois 21h, travailler dimanche les après-midi à faire tes tableaux pour améliorer les trucs, machin. Enfin, tu vois pas ce temps-là en fait. Tu le vois parce que tu le vois avec le recul. Tu te dis, oui, j'ai fait tout ça. Mais quand tu es dedans, tu le vois pas, tu le vis pas. Oui. Je pense qu'elle a capté que tu as toujours eu envie de ça, de challenge, de nouveauté. C'est exactement ça. Allez, tiens, là, la page, elle est blanche, vas-y, construis-nous tout. C'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce côté très challenge. J'aime beaucoup le challenge dans son intégralité. J'aime bien prendre les paris, j'aime bien risquer des choses et me dire ouais, là j'ai réussi, là j'ai raté. Parce ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'apprentissage. Et oui, j'ai réussi, tant mieux, j'ai réussi, mais j'ai travaillé pour.
Tout à fait. J'ai travaillé pour et j'ai passé 50 heures, 60 heures sur le sujet par semaine, mais aujourd'hui, j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats, la boutique a plutôt bien marché, la boutique était plutôt bien tenue, on n'avait que des retours positifs. Après voilà, Paris est ce qui est, hein. On a dû malheureusement mettre fin à l'aventure de la boutique pour différentes raisons économiques, ce qui est normal aujourd'hui quand on voit Paris c'est un peu compliqué. Et j'ai eu une autre opportunité qui s'est ouverte juste après, donc il y a tout juste un an, où on m'a proposé de prendre la direction d'un autre magasin, mais qui se trouve pas en région parisienne cette fois-ci, qui se trouve en Aquitaine, donc sur le magasin de Bordeaux. Super. Voilà. Donc là, tu vas un peu plus au soleil. Déjà, c'est pas désagréable. Alors, oui et non. Alors, oui et non. oui, Bordeaux, c'est très piège. Ah, c'est très piège. Il pleut beaucoup comme il fait beaucoup de soleil. Donc, c'est partagé. C'est partagé, exactement. Alors, maintenant que j'y suis, maintenant que ça fait un an que j'y suis, j'aime à dire que c'est le 21e arrondissement de Paris. Il y a beaucoup de Parisiens. La ligne grande vitesse, il fait beaucoup. Ça aide, Bordeaux, c'est une très belle ville, c'est une très belle région. Tu as une demi-heure de la plage, tu as le bassin, tu as les terres en plein milieu, tu as 1 heure et demie des premières stations de ski. Moi, tu me dis ça déjà, ça change tout. Tu as 2 heures de l'Espagne. Enfin voilà, c'est un environnement qui est très propice à quelqu'un qui, moi, je suis arrivé de l'Inde, hein, je te rappelle, il y a presque 30 ans. J'ai grandi dans le 93. Je suis resté cantonné dans la région parisienne toute ma vie quasiment, et on me dit va dans une autre région complètement. Oui. Donc là, tu te dis, mais est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que ça correspond à ce que je recherche, est-ce que ça me correspond à moi, est-ce que là, par contre, tu te poses 1 million de questions, parce que toutes tes habitudes, là, on te demande complètement de changer toute ta vie. Comme je te l'ai dit, hein, aujourd'hui, je fais un métier passion. Est-ce que tu ferais tout pour ta passion? Oui. Bah non, donc je suis parti. Super. Donc je suis parti. Ok. Hormis effectivement tous ces changements d'habitude, qu'est-ce qui est nouveau pour toi, parce que tu occupes à nouveau le poste de directeur, mais sur l'ensemble de tes missions, sur l'équipe que tu manages aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui te plaît ou te déplaît? Alors, la taille du magasin déjà. Oui. Sur Paris, c'était un magasin de 400 mètres carrés avec une petite équipe ultra polyvalente, parce que je le dis souvent, mais j'avais une casquette de chef de caisse, chef des ventes, chef logistique, femme de ménage, hôtesse de caisse, vendeur. On faisait tout en fait. On faisait tout. On avait cette polyvalence dans une petite boutique de centre-ville, de gestionnaire de stock, etc. Casquette que j'ai beaucoup moins sur un magasin de 50 collaborateurs. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien de le préciser parce que la donne, elle change quand même. La donne change énormément. Tu es très opérationnel quand tu es dans une petite boutique. Et tu es beaucoup moins opérationnel quand tu es à la direction de grands magasins comme ça, où tu as ton poste, tu as des chefs de secteur en dessous, tu as des chefs de secteur qui ont des adjoints, et en dessous, tu as les équipes. Okay. Donc avant, où j'étais en direct avec les équipes, là, tu as quand même des strates qui se créent. En plus des strates qui se créent, chacun a son cœur de métier, chacun a sa spécificité. Donc à animer, c'est différent aussi. Animer des cadres, c'est pas la même chose qu'animer des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi différent. J'ai pas de choses qui me déplaisent, comme tu l'as dit tout à l'heure dans mon métier, j'ai que des choses qui me plaisent. Et quand il y a une difficulté, j'essaie de voir en quoi je peux la transformer en opportunité. Super. Quand j'ai une difficulté, je me dis, ok, c'est une difficulté peut-être là, mais ça se trouve, c'est une opportunité derrière. Donc, ok, c'est pas une difficulté, finalement, ah bah tiens, je vais faire ça. Donc ça devient une opportunité. Trop bien, trop bien. Et ben c'est super à entendre, en tout cas en termes de mindset, ça inspire beaucoup. Et j'imagine que tu dois aussi inspirer énormément tes équipes, parce qu'ils doivent te voir au quotidien que t'es pas là soufflé ou en mode tous les jours ras-le-bol. Et j'imagine qu'il doit y en avoir des moments où c'est pas forcément... ça peut être épuisant. Non, jamais. Non, jamais. Ah oui. Enfin, j'ai jamais ressenti ça, ce côté j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. J'ai jamais ressenti ça dans ma carrière. J'ai toujours eu tellement de challenges et tellement de choses dans mon quotidien que jamais ressenti ce côté c'est bon, allez. Là, je vais commencer à râler parce que j'aime pas ci, j'aime pas ça, parce que... Non, il y a trop de choses qui sont positives pour me rattacher à des choses négatives. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par le positif. J'ai besoin qu'on m'alimente de positif. Même si parfois je fais n'importe quoi, j'ai besoin qu'on me dise aussi que ça va pas. Hein. Mais j'ai besoin qu'on me donne beaucoup de positif pour que derrière moi, je rayonne. Quand j'ai du positif avec moi, tu me retiens pas, je fais des saltos-arrière dans tous les sens. Quand j'ai du positif avec moi, je retransmets du positif.
Oui, et bah, du coup, ça C'est un va... cercle vertueux. Tout à fait. Et ça va impacter justement la manière dont tes équipes vont voir les choses, la manière dont elles vont appréhender les difficultés, Tout à fait. parce qu'elles vont en rencontrer, c'est sûr. Et non, mais c'est top. C'est vraiment top de pouvoir effectivement travailler dans ce type d'environnement. Je pense que tes équipes te le rendent bien. Et souvent, on entend dire, bah, t'as l'équipe que tu mérites. C'est ça. Ouais. J'ai beaucoup entendu. Et bah, de voir de la positivité dans ce que tu racontes, de voir à quel point ton mental et le je ne lâche rien t'a suivi. Donc ça, c'est top. Je commence à voir, hein, c'est quoi ton secret, hein, je te l'avais demandé, mais on commence à le percevoir. Et c'est vraiment top de t'entendre dire ça et de pouvoir s'en inspirer parce que on imagine que dans tout métier, la balance, elle est exactement pareille. Il y a plein de choses que j'aime bien, mais il y a autant plein de choses que j'aime pas. Non, des fois, ça peut être totalement différent. Et la vision et la manière C'est toi dont qui choisis de voir ce que tu veux. Oui. C'est ça qui est important. Oui. C'est que dans un quotidien, oui, il y a des choses négatives, oui, il y a des choses qui vont pas, oui, il y a plein de choses qui iront jamais. Mais si tu choisis de voir ces choses-là, tu n'avanceras pas. Oui. Autant voir les choses qui te font avancer et qui te donnent du baume au cœur, qui te donnent du positif, qui te font chaud au cœur au quotidien, qui te disent ouais, là c'est super sympa, ça c'est bien, c'est une super idée, etc., etc. Plutôt que de voir l'autre côté, bah, ton quotidien est totalement différent. Oui, oui, tu seras tout le temps dans le brouillard. Exactement. Ouais, Exactement. tout à fait. Trop bien. Et c'est toi qui choisis ça. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Tout vient de toi. C'est super top. Et on pourrait continuer très longtemps, Yannick. On va se restreindre parce que j'ai trois dernières questions. Oui, oui. Ah oui. 3 dernières questions. Bah, je pense hein, que ça nous donne envie de savoir, bah, c'est quoi tes perspectives d'avenir? Alors, perspective d'avenir, moi je continue à apprendre, j'aime beaucoup apprendre. J'adore évoluer, j'adore progresser dans mon quotidien. C'est continuer à progresser dans ce que je fais aujourd'hui. Et plus je continuerai à progresser, plus je progresserai. Plus on m'autorisera à grandir, je grandirai. Tant que je peux grandir, je continuerai à grandir. Donc voilà, il y a peut-être des opportunités qui vont se créer, peut-être que moi je suis toujours orienté vers les opportunités, donc j'essaie de saisir les opportunités où il y en a. Oui, tu t'es pas donné une idée bien précise Non. là aujourd'hui, c'est vraiment déjà, tu continues ton petit bout de chemin. C'est ça, je continue à apprendre, je continue à faire mon expérience sur ce que je peux. J'apprends un maximum, j'emmagasine un maximum, je fais un maximum de choses à côté. Et on verra où l'avenir nous amènera. Ok, bon pour l'instant en tout cas, ton présent est à Bordeaux. Exactement. Et on verra la suite au fur et à mesure, mais en tout cas, on sent, hein, tu as soif d'apprendre, tu as soif d'évolution et tu as soif de positivité. C'est vraiment le mot, je trouve, hein, sur ce podcast. C'est vachement inspirant et ça m'amène à la question, mais qui sont tes deux inspi? Qui sont mes doses d'inspi? Alors je dis qui, mais ça peut être quoi? Alors, ma première dose d'inspi, ça va faire un peu... Voilà, mais c'est mon père. C'est mon père qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un de... Voilà, c'est un Indien qui a grandi et vécu en Inde, qui est arrivé en France, qui a tout lâché, qui est venu pour donner une chance à sa famille et qui est arrivé en France quand il avait 40 et quelques années. Donc il a fait une grosse partie de sa carrière oui, d'accord, ok. en Inde. Il est arrivé en France en parlant français un petit peu, etc., etc. Qui est arrivé, qui a trouvé un petit job, qui a travaillé, qui faisait les 3-8 à l'aéroport et qui s'est trimé et qui a jamais pu progresser, qui a jamais pu évoluer. Et je me suis dit que pour lui, je continuerai à progresser, je continuerai à évoluer parce que, alors après ça c'est très très personnel, mais il est tombé malade rapidement, etc., etc. Donc il n'a pas pu faire la carrière qu'il aurait rêvé. Oui. Et je me dis qu'aujourd'hui tout ce que je fais, je le fais aussi un peu pour lui et un peu grâce à lui. Trop bien, trop bien. Et ben je pense qu'il te voit. Et il te dit sûrement merci. Donc vraiment trop bien. Je pense que ouais, dans un petit coin de notre tête, dans notre cœur, on a tous ces personnes qui nous ont inspirés à un moment donné. Ils ne le savaient peut-être même pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous maintient dans ce truc-là, dans ce level-là. Je veux atteindre ce level-là, ok, j'ai atteint, bah, je veux atteindre l'autre, etc., etc. Et tant mieux, et garde-le bien fort, parce que j'en suis sûre, il te voit et il t'encourage. Et la deuxième personne qui m'inspire, c'est pas une personne, c'est plusieurs, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées autour de moi.
et avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui m'inspire pour me dépasser, pour toujours donner le meilleur de moi-même tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Trop bien, trop bien. Bah, c'est toi qui l'as dit, en plus je crois au début, la vie elle est faite de rencontres. Exactement. Donc, c'est pas, en effet, c'est pas étonnant et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Bah écoute, Yannick, on est quasiment à la fin. C'est passé À une tellement... vitesse Ah folle. oui, Ah ouais, c'est incroyable. comme un éclair. Ça fait 2 fois qu'on regarde le temps là, qu'on a pris pour discuter. Et ouais, c'est passé très très vite. J'ai l'impression que ça fait juste 10 minutes qu'on C'est parle. mais grave. Et en fait, non. Bon, on va finir sur une touche musicale comme je l'aime. On est sur dose d'inspi. Pour moi, la musique, c'est une des choses qui inspire le plus, selon moi, hein. Selon ma définition de ma dose d'inspi. Et du coup, j'aimerais te demander, pour toi, quelle est la musique, la chanson de tous les temps qui t'inspire? Tu peux donner un titre ou un chanteur ou une chanteuse ou un type musical, c'est comme tu veux. On peut être très large, on peut être très précis, hein. Alors moi j'ai des goûts très éclectiques, j'écoute de tout. J'ai pas forcément de musique qui me donne la motivation, ça dépend des périodes. Il y a des fois où je vais écouter du rap, des fois je vais écouter du reggae, des fois je vais écouter du rock, écouter de la pop. Mais ouais, j'ai pas vraiment de style particulier, chaque période du quotidien a sa musique. Et c'est ce qui va t'inspirer au moment où tu vas l'écouter? C'est ça, exactement, c'est ça. Okay. Et je te dis, je peux écouter du Kanye West, à côté je peux écouter du Michael Jackson, je peux écouter la compagnie créole, j'ai tout qui passe. Kassav, tout y passe, tout y passe. Ok, donc tes doses d'inspi sont très... vont être propres à ton humeur du moment. C'est ça. Ok, bon, ça va pour toi. Je vais pas t'embêter pour que tu en choisisses une. Ça serait trop difficile. Ça marche. Bon, en tout cas, merci Yannick. Bah, merci à toi. C'était top de t'écouter, d'écouter ton parcours. Aujourd'hui, en effet, tu es directeur d'un magasin, mais j'ai envie de dire, demain, ça peut être autre chose encore, ça peut être bien plus, ça peut être quelque chose de... Enfin, tu peux occuper quelque chose de totalement différent. Le but, c'est que tu te fasses plaisir, exactement, que tu puisses effectivement t'épanouir sur ton job, que tu puisses apporter de bonnes choses aux gens avec qui tu vas travailler, aux gens qui t'entourent. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Ton mental de toujours chercher à te dépasser, t'a suivi, va continuer de te suivre et c'est quelque chose que tu pourras transmettre très facilement aussi à plein d'autres. Donc vraiment, garde cette niaque, on va dire. C'est prévu. Garde cette niaque et continue de rayonner comme ça parce que ça inspire énormément. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas... moi, j'ai envie de dire que j'ai suivi toutes les étapes, tous les moments. Et après, à un moment donné, je dis non. Yannick, faut que tu viennes raconter ça. C'est trop formidable la manière dont tu as pu te surpasser à chaque fois, comment tu as pu t'entourer, comment tu as pu aussi demander conseil. Parce que on est là, on pense que tout est arrivé comme ça facilement. Mais non, il faut aussi savoir aller chercher, aller demander de l'aide quand il faut, aller chercher des conseils quand il faut. Et c'est aussi cette humilité qui est important d'avoir. Donc pour ça, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Et je t'en prie, j'ai envie de dire à très vite pour de nouvelles aventures, hein, parce que tu crois que si dans 5-10 ans, t'es carrément sur une poste, j'aurais pas envie de te rappeler pour que tu nous racontes. Je reviendrai avec grand plaisir. Ah bah oui, Yannick Gotting, la suite, pour le prochain épisode. Très bien. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. À bientôt Nadine. Ciao.